Les Japonais font des trucs bizarres, incongrus, fous, mais qui finissent un jour ou l'autre par nous séduire. Sushi, Walkman, jeux vidéo, manga ou émissions complètement folles à la télé. Et en matière d'automobile, c'est un peu la même chose. On s'est moqué des Toyota, Datsun ou autres japoniaiseries pour finalement acheter en masse ces autos qui se démarquaient surtout par leur fiabilité incroyable, mais pas forcément par leur originalité. Sauf à la fin des années 80 où chez Nissan on ne va pas très bien et on se met à descendre des grandes bouteilles de saké et on décide de sortir la B1, la Pao, la Escargot et la Figaro. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo aujourd'hui consacrée à l'usine à délire de Nissan dans les années 80, car je me rends compte qu'on n'a toujours pas parlé de Nissan sur la chaîne. D'ailleurs, un énorme merci à vous car nous avons dépassé il y a peu de temps la barre des 30 000 abonnés. Merci beaucoup. Alors pour certains, c'est pas beaucoup, mais pour moi, c'est énorme. Donc merci, et si vous venez de découvrir la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et activer la petite cloche des notifications, comme on dit dans le YouTube Game, pour ne pas louper toutes nos nouvelles vidéos. On en sort 2 nouvelles chaque semaine, le mardi et le samedi. Des vidéos qui retracent l'histoire d'une voiture qui a marqué son temps par ses performances, sa beauté ou tout simplement parce que ça a été un bon gros bide comme on les aime. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre et aujourd'hui on part direction le pays du soleil levant. Konnichiwa! Et comme les Japonais sont fous mais pas idiots, ils se sont mis à mettre les ingrédients de leurs autres délires comme les mangas ou encore le rétrofuturisme dans leurs bagnoles. Nissan en particulier a joué à ce petit jeu en lançant la Pike Factory dans les années 80, une sorte d'usine à délire, mais avant tout sérieuse. Et c'est sans doute là toute la force des constructeurs automobiles japonais. La créativité la plus débridée peut cohabiter avec la rentabilité et les process industriels. La Prius, chez Toyota par exemple, est un petit peu née de cette façon, même si le sujet était sérieux. Bref, la Pike Factory, c'est un joyeux bordel comme on n'en verrait jamais en France. Et c'est le designer Naoki Sakai qui était aux commandes de cette Pike Factory. D'ailleurs, Naoki Sakai qui avait souvent très froid. Ouais, c'est marrant. Merci beaucoup. Plus sérieusement, Naoki Sakai s'était fait un nom dans les années 60 à San Francisco en vendant des t-shirts inspirés de tatouages japonais et en se faisant au passage un bon paquet de pognon alors qu'il n'était qu'encore adolescent. C'est un petit peu comme si Pininfarina s'était fait connaître en vendant des casquettes ultra stylées sur la plage. Bref, autour de Sakai se trouve une poignée d'ingénieurs un poil barrés, prêts à relever les défis imposés par Nissan. Créer des véhicules tendance au style néo-rétro et en série limitée, histoire de voir les tendances et de créer, sciemment ou non, de futurs collectors. Mais derrière le côté fun de l'histoire se trouve aussi une vérité beaucoup plus pragmatique. Nissan perdait des parts de marché, et en particulier auprès des jeunes. La Pike Factory sera donc un bon moyen de reconquérir le cœur des jeunes japonais en proposant des modèles nostalgiques modernes en vogue dans l'archipel à l'époque. Dans l'équipe, on trouve aussi un certain Yoshiro Kobata qui créera plus tard son propre studio de design et que l'on peut considérer comme le vrai designer de l'équipe. La Pike Factory est donc créée en 1984 et il commence à plancher sur 3 nouveaux modèles qui deviendront assez rapidement 4 nouveaux modèles, mais nous verrons ça plus tard dans la vidéo. Nous voici en 1985 et le premier modèle du trio voit le jour, il s'agit de la B1. Et devant l'accueil chaleureux du public, il est décidé de lancer une série limitée à 10 000 exemplaires.
En janvier 87, la voiture est mise en vente et sera produite jusqu'en mars 88, après l'écoulement des exemplaires prévus. Et ce premier succès incite Nissan à poursuivre l'aventure. Au salon de Tokyo d'octobre 87, deux nouvelles Pike Cars, comme on les appelle désormais, sont présentées, la Pao et la Escargot. La Pao pousse encore un peu plus loin le néo-rétro que la B1 en proposant un patchwork fortement inspiré des voitures européennes des années 50-60 et particulièrement la 2 chevaux à laquelle elle est souvent comparée, ou encore la Renault 4 ou la Fiat 500. Et la méthode de commercialisation de la Pao sera plutôt étonnante. En janvier 89, les commandes sont ouvertes pour 3 mois seulement et pas un jour de plus. Et au total, 51 657 bons de commande sont signés et Nissan lance donc la production de 51 657 exemplaires précisément. La production durera jusqu'en 1991 et pour beaucoup, elle est une des meilleures réussites de la Pike Factory, poussant le concept plus loin que la B1 et c'est aussi la plus vendue des Pike Cars. Et présentée en même temps que la Pao, voici la Escargot, et qui est d'un tout autre genre puisqu'il s'agit d'une sorte de petit utilitaire inspiré de très loin par la 2 chevaux fourgonnette. Et même si le S veut dire small et cargo, cargo, on comprend vite l'influence française avec un subtil petit jeu de mots que seuls les francophones peuvent comprendre. Escargot, puisqu'elle ressemble à un escargot. Et aussi Small Cargo. La Escargot donc sera produite à 8000 exemplaires en même temps que la Pao entre 89 et 91. Et nous y voilà en 91 justement avec sans doute la plus célèbre des Pike Cars, bien que moins diffusée que la Pao, voici la Figaro. Son style néo-rétro lui fait traverser les années sans souci puisqu'elle était déjà vieille à sa naissance, et c'est sans doute son statut de cabriolet, le fait qu'elle soit la dernière des Pike Cars, que le guitariste Eric Clapton en posséda un exemplaire, et qu'on en croise quelques-unes en France, et beaucoup plus en Grande-Bretagne, qui expliquent sa célébrité supérieure en Europe. Là encore, l'influence et l'inspiration française se fait bien sentir et on aura beaucoup parlé des voitures qui auront inspiré la Figaro, mais il faut vraiment aller chercher du côté de Panhard avec la Dina Junior pour comprendre quelle est la véritable sœur de la Figaro. Seules 4 couleurs étaient disponibles sur la Figaro, une pour chaque saison, vert amande pour le printemps, rose pour l'été, marron clair pour l'automne et grise pour l'hiver, et seulement 20 000 exemplaires furent produits par la firme japonaise. La Figaro clôturera donc les productions de la Pike Factory, qui s'arrête la même année en 1991. Car en 1989, Nissan s'est aussi amusé à produire de drôles de voitures via sa filiale Otech, espérant s'imposer dans un autre registre, la haute couture italienne, alliée à la technologie japonaise, à croire que le gros bide de l'Alfa Romeo Arna n'avait pas suffi. Même si là, effectivement, c'était l'inverse, c'était plutôt une technologie italienne avec une haute couture japonaise. Après le relatif succès de la Stelvio, car oui, il existait une Stelvio avant l'Alfa Romeo du même nom d'aujourd'hui, et le succès beaucoup plus flagrant de la Gavia, l'heure n'est plus à l'éparpillement. Les années 90 seront beaucoup plus difficiles pour Nissan qui décide donc d'arrêter de faire n'importe quoi en fait. Sans doute pour ça qu'on a eu l'Almera. La Primera aussi. Et en 1999, pourtant, Nissan devra signer et s'associer avec Renault. Ce qui sauvera la marque d'ailleurs. Au total, près de 90 000 Pike Cars seront produites entre 87 et 91, ce qui est pas si mal pour un projet un peu fou et complètement décalé. Alors malheureusement aujourd'hui il sera très difficile d'en trouver une en France, hormis la Figaro, on en trouve quelques-unes, en conduite à droite seulement évidemment. Comptez 14 000 € environ pour un beau modèle, mais sachez que sur notre site carjagger.com vous pouvez évidemment trouver
n'importe quelle auto grâce à nos services. Vous pouvez également visiter le site vintage-drivers.fr, vous y trouverez toute une sélection d'articles, de vêtements, de montres pour les passionnés d'automobile et en ce moment, c'est les soldes. 10% de réduction sur toute la boutique et 15% de réduction sur les montres et en plus, quand vous achetez une montre, vous avez cette magnifique affiche Citroën SM qui est offerte. Merci à vous d'avoir suivi cette nouvelle vidéo. On se donne rendez-vous très vite dans la prochaine. D'ici là, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Merci à tous. Ciao.